Up a rise in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Bon, J'aime on est beaucoup dans la un, musique. on est dans un générique extrêmement cinéphile, hein, ça Oui, c'est oui, évident, mais qui n'est pas chanté Paradis par Ricky Martin. Nelson ou Dean Martin, Oui. mais plutôt par Bruno Podalides. Ah Bruno d'accord. Podalides, oui. Et j'ai trouvé ça dans une émission radiophonique présentée par Laurent Delmas sur France Inter. Et Laurent D'accord. Delmas avait invité Bruno Podalides à venir discuter sur la musique dans le cinéma, vu que Podalides, en tout cas Bruno, le réalisateur, est très très Mhm. cinéphile. Et à un moment, ils ont parlé donc de cette fameuse chanson d'Henri Bravo. Et juste avant de lancer la chanson, Bruno Podalides a commencé à entonner l'air, enfin à improviser. Et j'ai trouvé ça très drôle, la manière qu'il a de l'interpréter, parce que je pense que tous les cinéphiles, à un moment ou à un autre, se sont amusés à la fredonner à leur manière, et moi compris. Et je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant pour ouvrir le générique. Et pendant quelques jours, je disais à chaque fois que j'organisais un live, si vous reconnaissez le... Et bon, il y a eu plein de questions, plein de réponses, et en fait, c'était Bruno Podalides. Voilà. Bonjour, Férouz Msikti, Bonjour. comment allez-vous? Eh ben écoutez, ça va très bien. Merci de m'inviter et merci de voilà, de me poser la question. J'espère que ça va vous aussi. Mais ça va très bien se passer. C'est un nouvel épisode de Fait Croquer. Alors, Fait Croquer, bon, ça veut dire passe un petit peu, quoi, transmet, partage. Et celles et ceux qui ont l'habitude de regarder cette émission, bah, c'est tout simplement d'aller rencontrer celles et ceux qui questionnent aussi le cinéma sur Internet. Juste sur Internet, parce qu'on m'a souvent posé la question, est-ce que ça t'intéresse d'aller voir des critiques de cinéma, de radio, et non pas que je ne les estime pas, bien au contraire, je viens de là aussi, donc ça c'est important, c'est intéressant, mais là, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment comment faire pour Internet, parce que je viens aussi d'Internet. J'ai commencé comme toi, Férouz, enfin, comme vous, pardon, Férouz, il y a plus de 20 ans sur les On revues en peut se ligne. Donc, tutoyer, hein. Il n'y a alors pas là, trop de. c'est extraordinaire. Il y a un switch pendant l'émission, là, c'est fascinant. Tutoiement. Allez, c'est parti. Tutoiement. Cette émission va générer 1 million de Ça, vues, ça dure, juste oui, pour ce switch. Donc, donc voilà. Et oui, donc la première question que je pose souvent, c'est cette fameuse image marquante. Mais avant cela, il faut quand même expliquer qui tu es. Alors, tu es directrice de publication pour une revue de cinéma sur Internet. Si je me trompe sur les mots, pour moi, c'est très important. Pardon. Dis-le-moi, coupe-le, interromps-moi, dis-moi si c'est pas ça. Mais moi, je trouve que c'est une véritable revue de cinéma en ligne, avec un vrai manifeste, de vraies idées. Et on en parlera longuement. Mais qui on n'est a pas... notre label presse en ligne. Il y a un espèce de truc administratif à faire pour avoir le numéro label presse en ligne officiel et on l'a. Donc tu as raison. C'est une revue Ah ben, cinéma. eh bien, je ne savais pas que ça existait. Alors, ça existe depuis combien de temps, ce label? Alors, comme depuis combien de temps, je ne saurais pas te dire, mais quand on a fondé la revue, moi, je me suis rapprochée, il y a un syndicat de la presse en ligne, le SPIL, pour ne pas le nommer, le syndicat de la presse indépendante, il y a un autre I en ligne, et donc on a un peu, comment dire, ils nous ont un peu renseigné sur les démarches qu'on pouvait faire, justement, voilà, D'accord. pour s'établir en tant que revue, pour chercher des subventions éventuellement, etc. Ça faisait partie des prérequis, avoir ce numéro de CPPAP SPEL, si je ne dis pas de bêtises, parce que c'est toute une nomenclature que on apprend par cœur sur le moment et que moi après je vais oublier. Mais en tout cas, voilà, il y a tout un truc depuis combien de temps je sais pas trop, peut-être depuis que la création du SPIL, donc 4-5 ans, si je dis pas de bêtises, un truc comme ça, je sais pas. À vérifier, à vérifier. Oui, oui, non, mais je te pose la question parce que comme j'avais commencé il y a plus de 22 ans de cela le métier de critique de cinéma Ouais. sur Internet via le site fluctuate.net et je me souviens pas du label presse en ligne. Donc, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. C'est vraiment une très bonne nouvelle. Donc, ok. Et en plus d'être directrice de publication et critique de cinéma, tu es aussi réalisatrice.
Et j'ai très envie, scénariste, et très envie de parler de ça aussi avec toi parce que c'est pas, comment dire, c'est pas si anodin et pas si régulier que ça de voir actuellement un critique de cinéma qui continue à théoriser sur le cinéma et en parallèle faire des films, essayer de faire des films. Et donc cet aspect-là m'intéresse énormément. Et donc je commence par cette première question. Quelle est, autant que tu t'en souviennes, cette première image marquante qui peut être une photo, une peinture, ou même quelque chose que tu aurais imaginé, quelque chose que tu as vu, ou même un extrait de film, bien évidemment. Et ma première image marquante, fondatrice de mon rapport au cinéma, et de mon comment dire. Ça peut être effectivement cela, mais parfois on peut aussi se souvenir, par exemple, d'une peinture. Moi, j'ai un ami qui se souvient, il est réalisateur, et j'ai un ami, quand je lui ai posé cette question-là, il m'a dit, la première image dont je me souviens, j'étais gosse, et c'est des vitraux dans une église. Et ça m'a marqué. Alors, voilà. Non, pardon, je ne vais pas te couper. Non, Mais non, vas-y, je t'en prie. bah, en fait, il y a les premières images marquantes, c'est toujours la même période. Je pense que je dois avoir 3 ans. Et en fait, je pense que la toute première image que j'ai jamais, ever, comme on dit, c'est j'étais en train de courir dans un couloir et on avait un jeu où on tapait nos mains sur la porte de chez mes grands-parents avec mes cousins. Et c'est comme s'il y avait le son et la lumière qui s'étaient allumés en plein dans le trajet. Donc, je sais pas comment dire, mais je me rappelle du couloir, de la porte et de la sensation qu'elle se rapproche. Ça, c'est la première image, le premier peut-être souvenir que j'ai et la première image que j'ai. Et c'est la même période où il se trouve que la première image, le premier choc, j'y ai réfléchi il n'y a pas longtemps pour un article et notes, donc je me rappelle, c'était à la télé. Je sais pas où ça passait, c'était le choc des Titans. De je sais pas qui, mais le film des années 70, quoi. Et je me rappelle plus du réel. Mais et c'était la tête de Maggie Smith, en l'occurrence. Le visage de Maggie Smith qui joue la déesse Thétis dans le film et qui avait un truc comme ça. Et ça m'a la puissance de ce qu'elle exprimait juste avec son visage, ça m'a marqué, quoi. À tel point que je me rappelle de ce que ça m'a fait quand j'ai reconnu Maggie Smith dans Hook ou ailleurs plus tard. C'était genre, ah voilà. Les 2 premières images marquantes, c'est ça. Et c'est la même période, c'est exactement la même période. C'est quand je vivais en Algérie, en l'occurrence, avec mes parents. D'accord. À l'âge de 3 4 ans, tu dis. Ouais. C'est très très précoce, ça, de voir un film comme Le Choc des Titans à cet âge-là. Alors, c'était pas moi qui voyais le choc des Titans, c'était à la télé. Donc, je sais pas, ils ne surveillaient pas spécialement à ce moment-là, puis je sais pas trop, voilà. Et en l'occurrence, j'avais par contre beaucoup posé de questions sur le fait qu'il y avait du sang dégoulinant partout, etc. Et on m'avait dit, mais non, c'est de la sauce tomate, et les adultes, voilà, c'est du cinéma, machin, machin. Je trouve ça incroyable qu'on ait le droit de jouer avec la sauce tomate et de faire des films, enfin, ça me paraissait incroyable. Mais non, c'est pas moi qui m'étais mise devant le choc des Titans. Et d'ailleurs, en plus, après, en général, mes parents avaient tendance à un peu surveiller ce que je gardais. Là, c'était un pur accident, je crois. Je sais pas. Je me suis retrouvée devant la télé un peu à ce moment-là, pendant que quelqu'un d'autre devait regarder, ou avait laissé la télé allumée. Mhm. Et c'était ça. Pardonne, c'était à quelle période à peu près Et ben, dans j'avais les... 3-4 ans, donc de 1987, un truc comme ça. De 7-88. D'accord. Est-ce qu'on peut dire une enfant de la télévision en termes Oui, de complètement. cinéphilie? Oui, complètement. J'ai un rapport complètement immédiat. D'ailleurs, c'est mon premier choc de cinéma, il est passé par la télé. Donc c'est un peu, D'accord. voilà. Après, j'allais au cinéma aussi, pas non plus tout le temps, mais c'était quand même quelque chose d'assez régulier. Mes parents m'emmenaient, etc. Mais en tout cas, je dirais que bien sûr que l'expérience est complètement différente et je m'en rappelle, enfin c'est marquant. Mhm. Mais j'avais des cassettes vidéo, par exemple. Les cassettes vidéo que j'avais, c'était E.T. Autant on emporte le vent. Alors là, pour le coup, c'est pas un film de. Enfin, j'avais plus 3-4 ans là. Je dois avoir, je sais pas, 7-8 ans par contre. Mais je sais pas pourquoi je me suis retrouvée avec ce film. Mais en tout cas, j'avais autant d'emporte le vent. J'avais aussi un truc du Disney Channel avec plein de. Les vieux. Je sais pas si tu vois Ferdinand le taureau Ah avec oui, les petits trucs d'accord. comme ça.
D'accord. Euh, et Court-métrage Walt Disney. ouais, voilà. Et E.T., Autant n'emporte le vent et The Wiz. C'était Ah mes oui. trois trucs que j'ai vus vraiment beaucoup, beaucoup. Et après, si tu veux, pour moi, le glissement entre le fait de mettre une cassette vidéo et de voir mes films et le fait de regarder la télé, mis à part que c'est pas moi qui choisissais, tu vois ce que je veux dire? Il n'y avait pas vraiment d'hierarchie dans ma tête, en fait, dans ce que j'allais chercher. Tu prenais ce Voilà. qu'il y avait. Tu prenais ce qu'il y Je prenais avait ce qu'il y avait, en et face de toi. ouais. Et je crois que très tôt, je me suis un peu autorisée, enfin sans vraiment y réfléchir hein, du tout, mais à décider pour moi-même si ça m'intéressait ou pas, ou pourquoi ça m'intéressait ou pas. Ouais, voilà. J'ai répondu à ta Donc, question. Donc oui, très, très, très bien d'ailleurs. Et donc, si j'ai bien compris, il y a eu comme ça, on va dire, un semblant de passeur à travers tes parents, même si c'est pas Ouais, vraiment qu'on pourrait dire, c'est pas vraiment ça qu'on pourrait définir ainsi. Mais il y a eu un moment où c'est un peu toi qui t'es tu te lèves et tu dis, je vais aller voir un peu ce qu'il y a. Au-delà de ce que vous me proposez et me débrouiller tout seul. Est-ce que donc cette cinéphilie que tu as acquise, elle est venue de toi-même, quoi? Je veux dire, est-ce que c'est toi qui, à un moment, t'as voulu t'intéresser un peu? Oui, d'ailleurs, à partir de quel âge tu commences à te dire, tiens, le cinéma, ça peut être autre chose? oui. Écoute, mes parents regardaient des films, mais sans se définir comme cinéphiles. Mais par contre, ça faisait partie d'un truc assez naturel. Enfin, je veux dire, le week-end. Surtout, en fait, à partir de l'école primaire, j'avais plus le droit de regarder la télé en semaine. C'était tout un truc. C'était très frustrant. Et donc, du coup, le week-end, mon père choisissait des films pour le vendredi soir ou le samedi soir. Enfin, c'était, voilà. Après, c'est vrai que je pense qu'au collège, justement, très tôt, où j'étais pas spécialement en adéquation avec les choix de mon père, les choix éditoriaux de mon père pour les soirées cinéma, mais où je regardais quand même. Et donc, justement, je pense que c'est au collège, notamment parce que j'avais une carte de médiathèque, je me rappelle, et que du coup, alors, de toute façon, en fait, je pense que c'est assez lié à mon rapport au livre, en fait, parce que toutes les semaines, j'y allais, je prenais honnêtement une dizaine de bouquins, et je sais plus combien on avait le droit de cassettes vidéo. À l'époque, c'était encore des cassettes vidéo pendant longtemps. Et j'en prenais 3-4, et je faisais un peu des sauts d'intérêt. C'est-à-dire que je sais que par exemple, j'ai une espèce de crush pour Marilyn Monroe, et donc du coup, j'ai vu, enfin, tout ce que j'ai pu voir qu'il y avait à la médiathèque de Marilyn Monroe. Et en fait, au bout d'un moment, c'est sûr qu'il y a une différence entre 7 ans de réflexion et des accès. Enfin, je veux dire, on se rend compte qu'il y a des démarches différentes. Moi, en tout cas, je m'étais rendu compte qu'il y avait une démarche différente. Et je me sentais complètement libre dans cette exploration. Donc oui, c'est vrai, je dois avoir une forme d'individualisme très fort à ce niveau-là, mais voilà. Et donc après, je sais pas s'il y avait quelqu'un dans un film dont j'aimais bien la tête ou un truc qui me paraissait intéressant, je farfouillais. Après, il y a aussi un glissement avec Internet. Qui permettait de faire ça aussi, c'est-à-dire de se renseigner sur tel acteur, tel réal, et de chercher un peu, de faire une sorte des sauts de moutons comme ça. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est un truc un peu en arborescence, en fait. À chaque fois, je disais, ah tiens, ça, ok, alors donc qu'est-ce qu'a fait cette personne? Ça, j'ai envie, ça, j'ai pas envie. Ouais. Et c'est vrai que j'ai un truc aussi, par exemple, j'ai un rapport hyper libre, entre guillemets, dans mon rapport à la lecture. Mes parents m'ont jamais forcé, et j'adorais ça. Et en fait, très vite, je décidais, parce que si j'aimais bien la 4e couverture ou le titre, si j'avais envie de le lire. Moi, vous pouvez me dire que c'était Victor Hugo, je pouvais lire, en fait, et trouver ça génial, enfin, en l'occurrence. Mais si moi, je décidais que non, c'est pas pour moi, je m'en faisais pas tout un complexe. Et je crois que, enfin, je réalise même, en fait, de manière très concrète maintenant, à quel point ça, c'est un vrai atout. Parce que c'est pas évident, je crois, de se positionner sur des arbitrages, des inclinaisons comme ça, et de les affirmer. Enfin, donc voilà. J'aime bien le mot que tu utilises pour définir le fait qu'il y ait une évolution comme ça dans ta cinéphilie, c'est le mot glissement. Ça Ouais. m'intéresse beaucoup ce mot-là. Et il y a un moment, écoute, il y a un moment, tu commences un peu à savoir ce que tu veux, ce que tu aimes, Ouais. et ce que tu aimes, ce que tu veux développer dans ce que tu aimes. Et c'est quoi ce moment-là? Est-ce qu'il y a un film comme ça
qui t'a, comme on dit, comme disait Jean-Louis Scherer, qui t'a tellement regardé que ça a défini ta cinéphilie. Et c'est à partir de quel âge surtout? Ce qui est difficile pour moi dans ta question, c'est que ça implique un peu d'avoir confiance de soi, entre guillemets. Je sais pas comment dire, mais tu vois ce que je veux dire, pendant longtemps, je pense que je fonctionnais pour le coup sans spécialement en parler autour de. C'est pas forcément un truc que je partageais avec des camarades, par exemple. Bien sûr. Donc du coup, je me rendais pas forcément compte. Enfin, je me rendais compte que les centres d'intérêt n'étaient pas forcément les mêmes, mais je veux dire, je me rendais pas forcément compte, je sais pas comment dire, de ce qui peut être un choc ou de ce qui peut être constitutif. Je saurais pas comment dire, mais disons que si un truc dont je me rappelle, en fait, c'est que c'était une rédaction. Je me rappellerai plus du tout du sujet. J'étais au collège aussi. J'avais dû voir, c'est sûr, même Citizen Kane à ce moment-là. Et pour te dire, je me rappelle que j'ai vu Citizen Kane parce qu'il y avait dans Picsou Magazine une BD où Picsou était en gros, enfin c'était la même chose que Citizen Kane, mais c'était Picsou. Et j'avais utilisé comme argument, mais alors un peu au pif, enfin je veux dire sans trop, mais j'avais capté que la prof, ça lui plairait. Comment dire, oui, voilà, cité Citizen Kane dans cette rédaction. Et la prof en avait fait tout un truc en cours, ça m'avait bien mis la honte, en disant voilà, regardez, Férouz, elle regarde Citizen Kane et tout ça, c'est génial. Qui est un film en plus, honnêtement, qui m'a pas. Moi, enfin, je veux dire, maintenant, je sais ce que j'en pense, et de toute façon, en termes de fabrication, c'est une œuvre exceptionnelle, quoi, mais intimement, j'avais pas spécialement de relation avec le film à ce moment-là, mis à part que j'avais senti que ça serait bienvenu que je le cite. Le fait qu'elle le dise devant tout le monde, dans ta question, c'est juste à ce moment-là où je me suis dit, tiens, je sais pas comment dire, il y a une puissance, en fait, dans ce que c'est que les films et dans ce que c'est que le cinéma. Ça, je m'en rappelle. Après, le film qui m'a moins regardé, c'était difficile à dire, en fait, et parce que j'en ai beaucoup que ça évolue au fur et à mesure d'où j'en suis dans mes réflexions, dans mes envies, moi, de films. Tu sais, on fait des tris, je crois. Enfin, c'est-à-dire, à un moment, ça va être genre, mon film constitutif, c'était ça. Et après, 6 mois après, non, en fait, c'était ça. Enfin, moi, en tout cas, ça peut complètement, mais sincèrement, ça peut complètement être un truc comme ça, où la couleur et le son, j'augmente les volumes, tu sais, d'un film et du souvenir de tel ou tel film. Après, j'ai vu récemment The Wiz, que j'avais pas vu depuis longtemps et que je pense que vraiment j'ai vu 20 fois quand j'étais petite. Et je me suis rendu compte qu'il y a plein de niveaux. Il y a plein de choses que je trouve, que je retrouve moi dans ma sensibilité à moi, en fait, aussi bien artistique que même politique, en fait. Parce que, voilà. Bref, donc pareil, je ne sais pas si j'ai répondu. J'ai tendance à faire des digressions, hein. Il faut m'arrêter. Non, c'est même très très bien, mais tu es directrice de publication d'une revue de cinéma en ligne. Tu fais des films, tu es critique de cinéma. Lorsqu'on lit tes papiers, on est frappé par la subjectivité, qui est un élément important dans ton rapport à la critique de cinéma et qui, petite digression selon moi, doit être, à mon avis, la critique de cinéma, la subjectivité, c'est assez important. Et c'est là où je veux en venir, c'est que à partir de quand, à ce moment-là, tu commences à vouloir refaire le film, c'est-à-dire parler du film avec d'autres personnes, et puis à un moment te dire, tiens, écrire aussi sur le film et apporter des idées. C'est quelque chose qui a commencé à t'accompagner à partir de quand, exactement? L'envie d'écrire, elle est venue plus tard. Beaucoup, enfin, je veux dire, après, si je suis juste moi, ma trajectoire, globalement, la première chose, c'était d'assumer de vouloir faire du cinéma, mais au sens très très large, ce qui n'était pas du tout évident, ne serait-ce que d'un point de vue des études et des choix, enfin, voilà, à affirmer à les parents, enfin, notamment. Donc voilà, enfin, j'ai eu un parcours qui constitue à faire beaucoup de choses dans le secteur, mais par exemple, j'ai fait du théâtre, etc. Enfin, avant de me dire, OK, je vais faire du cinéma, je veux déjà faire des films. C'était une grosse étape. Je pense que clairement, le fait d'être une femme joue beaucoup,
il y a beaucoup d'autres facteurs qui fait que les gens peuvent manquer de confiance en eux à cet endroit-là, mais il y a un truc à chercher dans l'affirmation de soi qui était vraiment pas évident et qui m'a pris du temps. Et comment dire, sur mon parcours, j'ai aussi été assistante de production, par exemple, sans réfléchir. Tiens, je vais faire tout ça, ça va être complémentaire. C'était plus, ok, sur le moment, ça se présente, ça me paraît bien, et puis ça me permet de découvrir un aspect de la fabrication qui est super concret. En fait, tout ça convergeait à renforcer mon envie de cinéma et à me permettre de l'affirmer. Et une fois qu'on en arrive là, et ben, c'est récent. Les écrans terribles ont été créés en 2018, donc je l'ai cofondé avec Carole Villers-Léry, j'ai cofondé la revue, et c'est à ce moment-là, en fait, que naît mon envie d'écrire. Parce que, notamment, il y a différentes choses dans mon expérience en tant que cinéaste, notamment plutôt dans le court-métrage, qui est un milieu, je dirais, très spécifique, avec des enjeux très spécifiques, et ce que j'avais pu en observer, qui me frustrait un peu, et et juste aussi le fait, non plus, moi j'ai fait 3 courts-métrages, mais je bosse, je bossais pas, j'étais pas busy H24, comme on dit, on m'appelait pas pour travailler, donc du coup il y a tout un truc de l'envie est toujours là, l'envie est toujours affirmée, j'ai un point de vue sur l'industrie et comment elle fonctionne, et c'est venu aussi tout naturellement, alors avec Carole, qui est une rencontre fortuite, et les échanges qu'on a, et qui elle-même a une expérience très longue de critique, conséquente en tant que critique ciné, notamment en ligne, et c'est de cet échange-là qu'est né le OK, allons-y. Lançons une revue de cinéma pour partager une pensée et un point de vue situé qui assume en effet sa subjectivité. C'est complètement la démarche. Et pour moi, en fait, ça va dans la continuité du choix que j'ai fait de faire des films et que ce soit mon activité principale. C'est complètement lié, en fait. Je le vis pas comme quelque chose d'annexe. Mais est-ce que, oui, voilà, c'est ça où je veux en venir, c'est que faire des films, c'est aussi, est-ce que faire des films, c'est aussi faire de la critique de cinéma, selon toi? Je sais pas si faire des films, c'est de la critique de cinéma, mais c'est aussi offrir un point de vue situé. Il y a tout un aspect canonique et patrimonial maintenant au cinéma qui fait que c'est pas toujours le truc qui saute aux yeux, en fait, le point de vue. Mais il est là quand même, et du coup en tout cas, moi, ma manière d'aborder la critique, j'ai vu l'interview de Thomas Fouette, ou Fouet, je ne sais pas comment on prononce, qui disait que la critique, c'était de la littérature. Et en ce sens-là, j'étais en train de penser à ta question, en ce sens-là, oui, faire un film, ça peut être comme être critique. C'est partager une sensibilité, trouver une forme, s'amuser avec la forme aussi. Moi, je m'amuse avec les mots et avec la forme quand j'écris. C'est pour ça que je le fais. Je veux dire, c'est pas du tout un truc... c'est complètement une démarche... tu vois, la démarche quand on fonde un média bénévole, etc., elle est fondamentalement pas la même que quand c'est ton travail, par exemple, tu vois, ou que tu es pigiste, ou que tu as d'autres impératifs. Du coup, là, clairement, pour moi, le facteur plaisir est hyper fort. Donc, pour répondre à ta question, pour moi, ce que ça implique en tant que analyse de mes propres sensations et émotions et analyse du contexte, c'est peut-être pas complètement pareil, mais un peu, tu vois, un peu comme ça, quoi. J'ai un peu je trouve pas exactement le bon mot, mais un peu cousin, quoi.
Un peu cousin. Quand on se lance dans la création d'une revue de cinéma, c'est un projet éditorial, donc on génère aussi d'autres personnes pardon, on sollicite d'autres personnes qui viennent comme ça se greffer à ce beau projet éditorial et qui donc vous donnera de la critique de cinéma. Juste deux questions. La première, c'est que est-ce qu'il y a eu, parce que tu l'as un petit peu comment dire, c'est pas que tu l'as énoncé, mais légèrement. Est-ce qu'il y avait une envie aussi de réagir contre une certaine tendance de la critique de cinéma actuelle, ou une réaction à ce que tu entendais, ou peut-être parce que tu trouvais que il y avait quand même quelque chose qui manquait énormément. Je parle d'actuel, hein, c'est la critique du cinéma actuelle. Il y avait cette envie-là aussi. Et deuxièmement, comme question basique, mais elle est super importante, donc surtout quand on est directrice de publication. Comment on gère tous ces égos? Ah, d'accord. Alors, première question. Est-ce que pardon de t'interrompre. En fait, est-ce que gérer les égos de tous ces critiques de cinéma au sein d'une rédaction, ça devait être. Bon, je sais que toi, tu as géré aussi une équipe technique quand tu faisais tes films, mais c'est peut-être pas forcément la même chose. Et là, pour l'idée de rédactionnel, ça m'intéresserait de savoir comment ça se passe en fait. Comment se passe la vie rédactionnelle aux écrans terribles? Ok. Alors, première question. Moi, je ne fonctionne jamais frontalement contre. C'est-à-dire, je ne me retrouve pas spécialement dans une grande partie de la critique actuelle. Mais à la fois parce qu'en fait, c'est mon mode de fonctionnement et après y avoir réfléchi, parce que mine de rien, quand on met en branle ce genre de choses, on est obligé de prendre un peu de recul et d'analyser. Et après y avoir réfléchi, et ça pour le coup, c'est valable aussi bien dans mes films et de ce que j'essaie de faire dans mes films que dans les écrans terribles. Je me dis jamais, ok, on va y aller comme ça, ou alors on va essayer de, tu sais, de se mesurer à. Moi, j'essaie toujours de m'extraire des équations déjà de rapport de force et comment dire, de comparaison de trucs qui sont pas comparables, enfin ou qui n'ont pas vocation à être comparables, ou la comparaison serait pas constructive. Donc le premier constat, c'est que il y a le paysage de la critique de cinéma, il est finalement assez similaire au paysage du cinéma en général et de la société. C'est un espèce de truc comme ça, comment dire, comme des poupées russes. Et donc, il existe certains rapports de force au sein du milieu de la critique, puisqu'on parle de... Enfin, certains rapports de force. En tout cas, certaines valeurs, certaines échelles de valeurs au sein de la critique de cinéma qui me précèdent, qui nous précèdent, qui sont parfois écrasants. Et moi, ma démarche, c'est toujours de chercher la liberté, en fait, un champ de manœuvre, quoi, de la liberté d'expérimenter, la liberté de se tromper, de tester des choses. Moi, vraiment, je fonctionne sur le plaisir, c'est-à-dire je pars du principe que personne m'a rien demandé, enfin, certainement, il y a beaucoup de gens qui auraient préféré que je ne fasse pas ça. Donc, c'est un choix. Et je n'ai pas du tout envie de le vivre comme un chemin de croix. Et donc, du coup, je vais toujours chercher ce qui me motive, stimule intellectuellement, ou ce qui me procure une forme de plaisir de faire les choses et une inspiration. Donc, si tu veux, et il y a un autre facteur, c'est que ce média, donc les Écrans Terribles, on l'a cofondé, et que ma comparse Carole Minelleri a une expérience. Alors elle, notamment, elle a été critique pour Criticat pendant longtemps, et puis ensuite pour Clap Mag, dont je ne sais pas si tu travailles, voilà, et qui est un média qui a une vie riche et longue, qui a démarré en étant en papier. D'abord, ils ont essayé de faire du gratuit, ou non, peut-être, alors, je vais peut-être dire des bêtises, et je m'en excuse, mais je sais qu'ils sont passés par le numérique, enfin, par être en ligne, par être un gratuit, et par être ensuite un mensuel, puis un bimensuel.
Au moment où, donc vers la fin du média, puisque il n'existe plus de ce média-là, il était bimensuel, si je dis pas de bêtises, et en tout cas, et donc c'était une rédaction bénévole alors ils avaient le soutien d'un partenaire privé et ils se mettaient en branle tous les 2 mois pour produire un magazine presse en vente dans les kiosques, etc. Donc, quand on sait la crise que c'est déjà la presse papier, la pression pour un média bénévole de gérer ça était exponentielle. Moi, c'est pas une aventure que j'ai connue, mais on a eu le loisir avec Carole. Enfin, elle a partagé son expérience en fait et son retour d'expérience, et donc il y avait certaines choses qu'on savait qu'on n'avait pas envie de faire parce que ça pouvait être des écueils. Je m'explique. Chercher Clapmag à la base, pareil, c'est pas du tout moi qui ai conçu la ligne éditoriale de ce média, donc je vais peut-être dire des choses peut-être un peu réductrices, mais en tout cas il y avait une envie d'aller chercher de parler de pop culture, mais il y avait tout un enjeu d'affirmer sa légitimité en fait en tant que média, qui fait que un peu automatiquement on va se comparer, ou en tout cas on va se retrouver en compétition un peu tacite avec des médias de pop culture ciné qui existent déjà, et alors là ça devient écrasant parce que en fait c'est pas possible. C'est un média qui fonctionne bénévolement ne peut pas extraire la même force vive que un média, voilà. Oui, exactement. Voilà, et donc du coup c'est des discussions qu'on a eues en amont. Je pense qu'on a discuté pendant 1 an en fait. Ouais, c'est ça, pendant 1 an avant de lancer le média, quoi. Et du coup, c'est non seulement pas comme ça que je fonctionne moi à titre personnel, mais en plus il y a une vraie réflexion derrière de non, on fonctionne comme une alternative, aussi d'ailleurs dans le rythme de publication, c'est-à-dire que on cherche pas particulièrement à coller à l'actu. C'est pas parce qu'on va pas faire toutes les sorties du mercredi, et puis peut-être qu'on a un truc à dire sur un film 3 mois après, et c'est pas grave. Mais en tout cas, ça sera substantiel. En tout cas, nous, on estime que c'est substantiel. On n'a pas non plus l'œil rivé sur les chiffres, même si on regarde, et que en plus on est plutôt contente parce que globalement c'est une courbe croissante. Mais alors on n'en parle jamais au rédacteur et c'est pas du tout un truc. On n'est pas monétisé, donc il n'y a pas de pression à ce niveau-là en fait. Et on insiste sur le fait, ça a été pas mal bouleversé avec le Covid. À la base on avait un rythme un peu harmonieux, mais on insiste sur le fait qu'il n'y a pas une pression de sortir un papier, que c'est sur l'envie et la disponibilité, et que nous on est là pour corriger. Alors il y a eu des pics, il y a des pics d'activité. Là c'est juste en plus comme on est vraiment dans l'ère cinéma pandémie, donc ça change un tout petit peu, mais je veux dire en période de festival, si on a des personnes qui couvrent un festival, là en termes de correction et de publi, etc., c'est vachement plus ramassé, beaucoup plus rapide, donc ça fait des pics d'activité. Mais sinon, il n'y a pas du tout de pression, et j'insiste là-dessus. Et on n'a pas un rythme de publication précis. Il faut que ça suive une logique organique. Du coup, ça me permet de glisser vers ta deuxième question, de la gestion des égos. Alors, il y a plusieurs choses. En fait, il y a une partie de l'équipe de rédaction qui s'est constituée un peu naturellement avec certaines personnes anciennes de Clap, en fait, qui voulaient encore faire partie du projet. Et puis, donc, comment dire, qu'il y avait déjà une expérience. Je réfléchis un peu après, il y a une quinzaine de rédacteurs, dont certains qui n'ont pas spécialement toujours le temps d'écrire, mais qui veulent faire partie du projet, qui sont là aux réunions et qui font partie des échanges. Et nous, voilà, on est un peu plus d'une quinzaine, mais voilà, une quinzaine. Et ça s'est un peu greffé au fur et à mesure par truchement de gens qui nous ont vus et qui nous ont dit ça m'intéresse, est-ce que je peux écrire un papier, etc. Et en fait, nous, on a beaucoup réfléchi à ça, mais pour le moment, on n'a pas lancé d'appel « Rejoignez-nous ». Non pas qu'on n'est pas ouvert, enfin on est complètement ouvert, mais comme on ne rémunère pas les pigistes et que c'est quand même un truc... j'avais pas du tout envie de rentrer dans une logique de raconter du monde, comment dire,
qu'on ne connaît pas du tout, et où on aurait peut-être, qui pourrait avoir à raison des sensations d'avoir des comptes à demander, parce que quand on ne connaît pas du tout, et qu'on rentre dans un projet, on n'a pas du tout les mêmes prérogatives. C'est un truc que je trouve très compréhensible, et donc du coup, on n'a pas été chercher ça. Donc si tu veux, il y a un truc un peu, je sais pas, un peu peut-être pas familial non plus, mais en tout cas très chill dans la rédaction déjà, comme ambiance. Enfin, je veux dire, tu vois, c'est vraiment, on a des nouveaux, on a eu des nouveaux arrivants assez régulièrement, mais ça s'est vraiment fait au fil de l'eau. J'ai aussi, il se trouve que, c'est vrai maintenant que j'y pense, j'ai Carole avant moi et moi maintenant, on dirigeait un TD, enfin, moi je dirige un TD à Nanterre. Et c'est vrai que j'ai des anciens élèves à qui je parle du projet, et c'est genre, si vous voulez, pour X raisons, machin. Et quand ils en témoignent l'envie, après l'année, c'est un truc, il y a des anciens, en fait, des anciens étudiants aussi dans la rédac. Et alors, comment gérer les égos? Honnêtement, on n'a pas, moi, le plus grand défi, qui est passionnant humainement, et qui nécessite un peu de souplesse, mais c'est pas du tout... ça doit être lié au fait qu'on met pas du tout la pression sur les performances ou sur rendre les trucs, mais en tout cas, voilà, il n'y a pas un truc compliqué à gérer. Comme tu l'avais dit à un moment, on a créé un manifeste. Nous, on répète très souvent ce que c'est que le média. On a même réfléchi à ce qui peut être... on a des petits slogans. On peut pas besoin de se prendre au sérieux pour parler de cinéma sérieusement, etc. Mais ça, c'est vraiment des trucs auxquels on a réfléchi, si tu veux, et en tout cas qu'on essaye de transmettre aux rédacteurs. Parce que, en fait, ça joue sur quoi? Ça joue sur la peur du jugement. C'est pas du tout un truc abstrait, en fait. C'est juste on veut inspirer le fait que les gens se sentent décomplexés et libres au moment où ils écrivent dans un milieu qui, on va le dire, est un poil élitiste, et qui donc du coup, au-delà du jugement sur la question est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien d'être élitiste, c'est que c'est inhibant. Et qui, moi, un truc que je trouve dommage, tu vois. Donc du coup, la question c'est juste comment est-ce qu'on inspire aux gens le fait de se sentir libre, d'écrire, de se détacher de la peur de la réception des choses, de se détacher de la notion que c'est irrévocable, que voilà, si on si on a un avis qui est peut-être moins substantiel qu'un autre, on va dans dans l'antichambre des enfers des critiques. Enfin, tu vois, cette espèce de croyance qu'on peut avoir sur comment on se positionne en tant que critique et en tant que cinéphile. On le voit régulièrement, les espèces de... Enfin, moi, je suis pas du tout ce genre de truc. Et puis, en tant que prof, c'est très tangible, la peur du jugement dans la manière dont les gens s'expriment, quand bien même ils ont eux-mêmes un rapport très fort et très naturel au cinéma. Ils vont d'abord passer par tout un espèce de... C'est un conditionnement, je crois, et ils passent par tout un truc où ils s'autocensurent parfois quand ils parlent. Ou alors ils avancent à tâtons, genre j'ai dit ça, c'est bon, ok, tu vois. Voilà, moi, nous, à la rédac, c'est plutôt ça notre combat. Parce que même si les gens, je pense qu'à ce stade, tout le monde à la rédaction comprend, on fait en sorte d'être clair, donc les gens adhèrent au projet. Donc même si les gens comprennent, il y a des verrous qui sautent difficilement parfois. Et ça, c'est l'enjeu. Ouais. Quand j'ai parcouru un petit peu le site internet la revue, pardon, et que j'ai commencé à lire certains de tes papiers, mais aussi des papiers de tes confrères et consoeurs, il y a deux, trois petites choses que j'ai trouvé assez intéressant. Et déjà, premièrement, j'ai pas cette impression que vous déteniez la vérité quand je lis vos papiers, et je trouve ça assez gratifiant en sens parce que ça me met pas hors jeu finalement, parce que j'ai l'impression que vous dialoguez avec moi. Enfin, vous dialoguez avec le lecteur. Oui, et, ça.
Et deuxièmement, mais c'est parce que je trouve que c'est assez rare. Deuxièmement, vous êtes aussi extrêmement curieux, donc ouvert vers d'autres formes de cinéma, d'autres enjeux cinématographiques, et cela fait du bien de voir que vous n'êtes pas dans votre zone de confort. Certains le sont et le font très bien, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'avènement d'Internet et tout cela, c'est assez intéressant de voir ce qui peut se passer un peu ailleurs. Et donc ça, je l'ai ressenti. Et troisièmement, j'ai écouté vos podcasts et c'est vrai qu'effectivement dans ces podcasts il y a cette particularité de ne pas vraiment trop se prendre au sérieux. Mais si je peux me permettre, pas se prendre au sérieux certes, mais en même temps c'est pas grave si on se prend au sérieux pour parler. Par exemple, quand je lis ta critique sur ADN, le film de Maïwenn, tu ne prends pas deux trois feuillets. Alors pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un feuillet, c'est 1500 signes. Voilà. Donc tu prends pas deux trois feuillets, mais beaucoup plus. Donc tu prends le temps. Et ça c'est juste, c'est bon parce qu'Internet le permet. Mais encore que j'ai vu pas mal d'articles dans d'autres revues où les articles étaient assez courts et c'est dommage. Donc tu laisses aussi ta pensée prendre le dessus et proposer des choses avec des petits moments très fantaisistes, assez marrants d'ailleurs où tu utilises aussi ta subjectivité. Et c'est ça qui est passionnant, c'est que en fait vous prenez votre temps. La durée est très importante chez vous, que cela soit dans l'écriture, mais aussi dans la manière que vous avez de parler de cinéma au sein de vos podcasts. Et je trouve ça assez fascinant. Donc déjà, cet aspect-là, je suis bavard, désolé, mais et pourquoi je parle de ça? Parce que j'ai aussi envie de faire une espèce de passerelle avec une autre manière aujourd'hui de questionner le cinéma sur Internet, qui est un mot un peu bizarre, qui s'appelle le YouTube Game. Il s'avère que celui qui est en face de toi a une chaîne YouTube et que je connaissais pas très bien ce milieu-là, je le connais un petit peu plus davantage, je veux dire, et on trouve effectivement beaucoup de choses à boire et à manger. Et j'aurais voulu donc avoir ton avis là-dessus, à savoir, est-ce que si tu as eu l'occasion de regarder un petit peu ce qui se passe sur YouTube Game, est-ce que dans l'ensemble, tu retrouves, petit 1, des personnes qui ne détiennent pas la vérité, qui partagent leur point de vue, et petit 2, une véritable réflexion sur le cinéma? Pardon, c'est juste parce que comme tu as dit plein de trucs, j'essaie de trier. Mais alors déjà, merci beaucoup pour ton retour parce que c'est hyper agréable d'entendre ça vu que ce que tu as cité, le fait de donner la sensation qu'on ne détient pas la vérité, mais d'aller fouiller et de prendre son temps pour le faire et d'être dans l'autodérision, mais par contre ne pas minimiser l'impact et l'importance qu'a le cinéma et qu'ont les œuvres du visuel pour nous, c'est un peu in a nutshell, comme on dit, à peu près tout ce qu'on a conçu tout ce qu'on a pensé depuis le début. Donc je suis ravie que ça transparaisse vu que je ne t'avais pas briefé avant, je le précise. Ah non, du tout, on ne se connaît pas du tout. Je suis ravie d'entendre ça, vraiment. Sur cet aspect de se prendre au sérieux, je crois, moi, c'est une réflexion en cours et que je pense qu'il faut avoir. Je pense j'ai l'impression qu'on n'aborde pas très, très souvent la notion de pouvoir au cinéma et pas seulement la question de pouvoir et dans des rapports de force ou de toutes les tractions humaines qu'il peut y avoir en amont dans la fabrication ou ensuite dans la diffusion, etc. Pas cet aspect politique, en fait. Quand je parle de pouvoir, je parle juste du pouvoir des images, le pouvoir d'évocation, le pouvoir d'imprégner un imaginaire. Tu démarres l'émission en parlant de première image et j'étais plus au clair sur si tu voulais la première image de la vraie vie ou la première image de cinéma, tu vois. Donc, ça rentre, en fait, dans le tissu cérébral et cognitif ou que sais-je. Et donc, moi, ma théorie personnelle, au-delà du fait que, comme je le disais plus haut, forcément, on retrouve toujours les mêmes schémas de fonctionnement à des échelles micro qu'à des échelles macro. Et donc, il y a certaines personnes qui cherchent toujours à avoir l'air plus sérieux et plus légitime que d'autres, ou en tout cas, pour qui ça paraît naturel de le faire, on va dire. Tu vois, parce que faut le concevoir, en fait, qu'il y a une alternative.
faut être prêt à le concevoir, je crois. Au-delà de ça, je pense que les gens se prennent au sérieux parce que être touché, être ému, c'est très déstabilisant. Enfin, ça peut être très déstabilisant. Et qu'on est vulnérable à cet endroit-là. Et que ça peut être un moyen de se protéger et de blinder le terrain. Enfin, tu vois ce que je veux dire, d'un peu baliser les choses et de garder le contrôle sur qui on est quand on regarde un film et voilà, et sur peut-être qui on est en général. Donc, c'est un embryon de théorie que j'ai là-dessus, sur pourquoi est-ce que c'est un réflexe aussi conditionné aussi fort, ce besoin de se prendre au sérieux, de pas du tout avoir peur de passer pour un con, en fait, tout simplement, avoir peur de passer ou avoir peur de donner des armes pour se faire humilier ou descendre, que sais-je. Enfin, tu vois, j'emploie des grands mots, mais enfin, je veux dire, j'ai vraiment l'impression que, en fait, humainement, c'est quand même des enjeux très, très forts. Pourquoi les gens ont besoin de cinéma? Enfin, tu vois, c'est pas la réponse, mais en tout cas, il me semble que il y a C'est une quelque bonne chose. question, ça. C'est une très très bonne question, je pense. Ouais. Voilà. Pourquoi la bonne Donc ça, et puis après, voilà, donc on fait les choses sérieusement. C'est juste que, pour toutes les raisons un peu que j'ai exposées plus haut, on n'a pas besoin d'entrer dans une forme de compétition, quoi. Moi, à titre vraiment la personnelle, je parle pour moi, j'ai besoin de mesurer auprès de personne mon rapport addictif au cinéma. Enfin, tu vois, je le sais, moi, l'importance que ça a dans ma vie. Je vais pas jouer à qui a la plus grosse, tu vois ce que je veux dire à cet endroit-là. En fait, ça n'a pas de sens. C'est même pas une question de principe, c'est que ça n'aurait pas de sens pour moi. Voilà, je ressens pas du tout le besoin de le justifier, donc je pense que ça doit venir de là. Et puis alors après, oui, donc ta deuxième question sur YouTube, écoute, moi, à titre personnel, je regarde pas forcément des YouTubeurs, mais par contre, c'est pas du tout un truc. C'est un truc que je comprends déjà. Et puis on le voit venir depuis des nombreuses années et l'importance que ça prend. Je pense que c'est vraiment les mêmes enjeux que tu sais. Par contre, par exemple, j'adore les clips. En fait, je traîne beaucoup sur YouTube, mais parce que j'adore les clips. Et il y a un truc que j'aime bien faire, c'est lire les commentaires dans les clips. Et il y a toujours quelqu'un pour dire on faisait pas de la musique, on fait plus de musique comme ça. C'est fini. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un peu ce truc genre la musique de 1988, c'était vraiment le pic. Et puis après, c'est fini. C'est un truc qui me fait beaucoup rire, mais en même temps que je trouve super touchant, parce que je me dis, mais la personne doit vraiment le penser à cet instant T, en fait, que c'était l'apogée de la musique, de l'art, mais sans doute aussi l'apogée de son existence. Je sais pas exactement ce qui se joue, mais pourquoi je dis ça? Parce que j'ai l'impression que, moi, j'accueille avec complètement de logique le fait que ça va pas être le truc le plus intuitif pour moi, YouTube, mais que ça va l'être pour d'autres personnes, vu qu'ils sont nés avec, tu vois. Je vois pas trop la différence. La question de la substance du contenu, à titre personnel, j'ai un immense respect pour la presse en général, pour la presse papier en particulier, pour la presse web qu'on défend aussi. Mais je pense que c'est pas parce que Ça n'a pas été facile, hein, la presse web. Hein. Je je le sais, dis je le dis en connaissance de cause, ça n'a vraiment pas été facile. Hein. je pense, j'imagine. Et comment dire, mais par contre, je pense, et je suis même convaincue, que c'est pas parce que c'est. Tu vois, justement, il y a une échelle de valeur entre la presse papier, la presse web. Tu vois, un truc un peu inconscient, tacite. Les gens vont se dire, ou en tout cas peuvent s'appuyer sur une espèce de conviction qui sort de on ne sait pas où. C'est un peu vide de substance sur le web et c'est hyper intelligent et profond sur le papier. Moi, je peux lire des trucs papier que je trouve complètement vide de substance. Ou alors je comprends les impératifs éditoriaux, si tu veux, mais je trouve que ça n'apporte rien, en fait. Et donc, la critique qu'on peut faire à YouTube sur le fait que certaines choses n'apportent rien, ne changent rien de schmilblick, oui, d'accord, mais c'est pas nouveau, ça. Enfin, je veux dire, tu vois ce que je veux dire? Tous les révolutionnent pas la Terre en permanence, en fait, tu vois. Donc, je pense que les gens... je pense que l'enjeu d'être submergé par les images et d'avoir... en tout cas, de s'autoriser à rentrer
activement dans l'analyse critique de tout ce qu'on voit tout le temps, chacun à sa façon, tu vois. Ça, je pense que c'est un truc important. Et j'ai pas de théorie définitive sur comment faire ou quoi ou qu'est-ce. Mais je pense que c'est un truc important. Parce que je disais, enfin, tu vois, j'ai des étudiants donc ils ont entre 20 et 22 ans, mais j'ai aussi fait des ateliers avec pas mal avec des collégiens et tout. Quoique, en fait, c'est paradoxal parce que souvent, en vrai, ils sont assez intuitifs et ils ont à peu près les mêmes problématiques que n'importe qui. C'est que des fois, tu as envie d'aller au fond d'une certaine croyance. Tu vois ce que je veux dire? Ils peuvent très bien se rendre compte qu'on essaie de les entuber, mais des fois, ils ont envie d'y croire, un peu comme le Père Noël. Je pense pas que ce soit une question que les gens soient bêtes, en fait, moi. Je pense que c'est plus une question, en fait, on est submergé et des fois, on a envie d'y croire. Et peut-être on lâche un peu la vigilance ou alors on rentre dans la fiction, quoi. Et on se fait le film, on peut se faire un film. Voilà, donc, et j'avais regardé tu avais interviewé un youtubeur, Régel Gorilla, que je ne connaissais pas du tout. Et ce que je trouvais intéressant, il est très pragmatique. Déjà, c'est des impératifs complètement différents. C'est-à-dire quand tu dépends de ta chaîne YouTube pour comme rentrée d'argent, en fait, enfin, je veux dire, ça fait partie de ton budget. Sûr que tu as des impératifs et que tu fais les choses différemment. Et il le dit lui-même que ces critiques ont pour but d'être des critiques à chaud et que maintenant il a identifié ce qui fait réagir le plus de gens le plus vite, mais il sait pourquoi il le fait. Alors après, moi, à titre personnel, c'est une pression c'est un truc que je pourrais pas tenir. J'ai aussi d'autres moyens tu vois, parce que je gagne ma vie autrement, mais je respecte en fait la démarche vu qu'elle est lucide. Tu vois, je pense que tout l'enjeu, c'est pas pour les youtubeurs, c'est pas se perdre dans un truc. Parce que honnêtement, je pense que dès que tu deviens un gros compte, je pense qu'il y a beaucoup de pression. Enfin, je sais même pas quand est-ce que ça devient un gros compte, mais en tout cas, je pense que la pression peut venir très vite exponentielle. Et après, le fait que, tu vois, il y a toi. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Non, je pense qu'on peut. Pour moi, il n'y a pas de. Un peu, je pense, dans la continuité de ce que je disais depuis le début, mais c'est un vrai truc chez moi, c'est qu'en fait, je ne hiérarchise pas les choses forcément comme ça. C'est qu'il y a des démarches qui sont différentes, en fait. Donc, pour moi, tout l'enjeu, c'est d'identifier c'est quoi la démarche, où on veut m'emmener, est-ce que j'ai envie d'y aller, est-ce que j'ai pas envie d'y aller, mais je respecte les gens qui ont envie d'aller dans d'autres chemins. Voilà. Enfin, Pour terminer cette émission, je voudrais te poser une dernière question sur le site, hein, donc sur les écrans terribles. Je rappelle que sur la page dédiée de cette émission, bien évidemment, il y aura le lien qui enverra aux écrans terribles. Mais je me permettrai aussi, si tu m'en donnes l'autorisation, de mettre aussi des liens qui renvoient au court-métrage que tu as réalisé, parce que je pense que ça serait intéressant aussi que celles et ceux qui voient cette émission découvrent aussi tes films. Voilà. Et comment tu vois l'évolution de ce site, de cette revue? Les écrans terribles. Oui. Vas-y, finis ta phrase. J'allais dire, c'est compliqué effectivement cette année de voir un peu l'évolution, vu que, mais peut-être que vous y avez pensé, vous aviez réfléchi avec Carole sur l'après, et donc est-ce que ça a été effectivement le cas, et si c'est pas le cas, est-ce que vous vous avancez à tatillon au jour le jour? Écoute, on avait pas mal de plans on était quand même sur une espèce de lentement, on est toujours très lent, mais globalement, on avait presque de consolider ou des partenariats, d'en déployer de nouveaux ou ce genre de choses. Mais bon, quand les festivals n'ont pas lieu, tu vois, par exemple, je sais que j'avais réussi un peu à me faire connaître au niveau local de moi là où j'habite, où du coup c'est le siège, tu vois, des écrans télé concrètement, juste pour voir ce qui peut être fait, vu que c'est une ville où il y a des cinémas d'arrêt essai, etc. Mais tu vois, tout ça c'est des démarches qui sont complètement en stand-by vu qu'on peut pas. Et du coup on s'est remis en mode veille,
Il y a pas mal. On vient de publier un bilan de 2020. Il y a 10 papiers bilan de différentes expériences de justement. C'est quoi être cinéphile, sériephile, confiné, empêché. Et moi, mon objectif du coup, enfin, et l'objectif avec Aaron, notre objectif à court et moyen terme, déjà, c'est de rester en vie. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est là, quoi. Voilà, point final, au revoir. Et non, mais tu sais, de pas. Je pense que c'est hyper important, surtout quand tu portes ce genre de projet, de pas rentrer dans le truc où l'assaut te porte. Enfin, je sais pas comment dire, tu vois, enfin, où le média te porte. Je pense qu'il faut bien être solide sur ses appuis si on veut justement inspirer les autres et je sais pas quoi. Donc, nous, on l'annonce, hein. On prend le temps de faire les choses à un rythme serein. Et on fait des réunions de rédac, on a repris un rythme, on a vraiment eu un hiatus de 3 mois, je dirais, peut-être un peu plus, où pour plein de raisons perso différentes, c'est hyper compliqué de faire des réunions de rédac. Là, on a repris le rythme. Moi, je prépare un papier sur... là, il y a tout un truc sur la parole des scénaristes qui se libèrent, et donc je prépare un papier enquête sur les scénaristes. Voilà. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Tout ce qui est expansion concrète du média, etc., c'est plutôt en stand-by. Par contre, on continue d'être là, on continue de réfléchir, les gens publient. Ça, il n'y a pas de problème, en fait. Et comme on n'a pas de... On rend pas de compte, on n'a pas de compte à rendre, bah, du coup, il n'y a pas de problème, en fait, en vrai. Où on le voit, où on voudrait le voir, on a plein d'ambitions, mais cette année 2020 oblige, je crois, à être un peu humble et pragmatique. Donc, du coup, on s'autorise un peu le fait de les flouter un peu pour le moment, tu vois. Ça se reprécisera sans doute en temps voulu. Voilà. En tout cas, vous retrouverez sur cette page donc de cette émission le lien qui vous renverra donc au site, mais aussi quelques articles que je vais utiliser, donc dont le manifeste et le papier bilan que tu as fait sur 2020. Très beau papier d'ailleurs où tu parles de la dernière fois où tu as été au cinéma. C'est assez intéressant, enfin, de voir tout cela. En tout cas, je tiens à te remercier beaucoup, enfin, pour ces pratiquement 60 minutes passées avec toi et j'invite toutes ça et tous ceux à venir à aller voir les écrans télé parce que c'est vraiment intéressant comme revue actuellement sur le cinéma pour toutes les raisons que nous avons évoquées durant cette émission. Merci beaucoup. Et puis on se dit à très vite comme sur YouTube ou Absolument. ailleurs. Voilà, merci beaucoup. Merci à toi. Up arise in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.